Des attaques djihadistes ont coûté la vie à 30 personnes en Égypte vendredi, attentat revendiqué par une branche égyptienne de l'État islamique. À la tête de l'Union africaine, le président zimbabwéen Robert Mugabe, il a été désigné par ses pairs pour un mandat d'1 an. Alléger la dette des pays victimes d'Ebola, c'est la promesse faite par Lagarde, la présidente du Fonds monétaire international, lors de sa visite officielle à Dakar, au Sénégal. Nous sommes le 31 janvier 2015, le dernier jour du premier mois de cette année. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition. De nouveaux heurts entre soldats et djihadistes ont tué 2 enfants vendredi dans l'instable péninsule du Sinaï en Égypte, où 30 personnes, en majorité des militaires, ont péri dans des attaques revendiquées par la branche égyptienne du groupe État islamique. Face à cette escalade, le président Abdel Fattah al-Sisi a annulé sa participation au sommet de l'Union africaine en Éthiopie et a regagné le Caire alors que le recommandement militaire a tenu une réunion d'urgence. La vaste campagne lancée il y a plus d'1 an pour enrayer l'insurrection djihadiste dans cette région n'a pas réussi à stopper les attentats spectaculaires contre les forces de l'ordre régulièrement visées depuis que l'armée, alors dirigée par le président Sisi, a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. Direction le Niger où la justice s'est déclarée incompétente pour juger au fond l'affaire de supposition d'enfants. Le verdict a été rendu ce vendredi matin par le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Les avocats des accusés, environ une vingtaine, avaient soulevé l'exception d'incompétence du juge le 2 janvier dernier à l'ouverture du procès. Le récit avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mamahamdou. C'est une première victoire que la vingtaine de personnes accusées de supposition d'enfants au Niger peuvent savourer. Le tribunal de grande instance hors classe de Niamey s'est déclaré incompétent pour juger l'affaire. Nous avons soulevé 2 exceptions. 2 exceptions, l'un portant sur les dispositions de l'article 327 du Code civil, en vertu duquel le juge pénal est radicalement incompétent pour se prononcer sur une quelconque supposition d'enfant avant l'intervention d'une décision au civil devenue définitive sur la filiation des enfants. Le juge a pris argument de cette première exception sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur les autres exceptions. Autrement dit, aujourd'hui, le juge a dit qu'il est incompétent, il s'est reconnu incompétent à statuer sur le délit de supposition d'enfant avant l'intervention d'une décision sur la filiation. À la faveur de cette décision de juge, la poursuite contre l'ex-président de l'Assemblée nationale en exil en France tombe. Hama Amadou a fui le pays depuis août 2014. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Mais pour son avocat, Hama Amadou peut désormais rentrer au pays. Plus aucun juge ne peut l'arrêter. Le mandat d'arrêt, il est caduc. D'ailleurs, le mandat d'arrêt était caduc à partir de l'ordonnance de renvoi du dossier. Parce que c'est le juge d'instruction qui a fait le mandat d'arrêt. S'il a fait une ordonnance de renvoi, cela veut dire qu'il a clôturé, et avant de clôturer, il a fallu certainement faire une ordonnance, un PV de recherche infructueuse. À partir de ce moment, lui, il est dessaisi. Même si Hama devait rentrer par la suite, le juge, il n'y a pas de juge pour l'arrêter. Cette décision d'incompétence n'annule pas pour autant la procédure. Le procureur peut faire appel. Ce n'est pas encore le cas et pour l'instant, les partisans de Hama Amadou se préparent à organiser son retour et engager une poursuite contre son éviction du siège du président de l'Assemblée nationale. Robert Mugabe, nouveau président en exercice de l'Union africaine, le président zimbabwéen qui se trouve être le plus ancien chef d'État africain en exercice, a été désigné ce vendredi à la présidence tournante de l'UA. À près de 91 ans, le président zimbabwéen prend la tête de l'Union africaine pour un mandat d'1 an. Il succède ainsi au Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, avec qui il a échangé une poignée de main sous les applaudissements de ses pairs. Seul candidat en lice pour la région de l'Afrique australe dont c'est le tour de présider l'organisation panafricaine, Robert Mugabe, l'une des personnalités les plus contestées d'Afrique,
accepte sa nouvelle mission en toute humilité et conscient des nombreux défis qu'il lui faudra relever en ces temps où le continent africain ploie sous le poids de l'insécurité, du terrorisme et de l'épidémie d'Ebola. En m'élisant à la présidence de cette auguste institution, en totale connaissance des responsabilités qui m'incomberont, j'accepte humblement votre décision. Dans son discours, le nouveau président en exercice de l'Union africaine a aussi souligné la nécessité pour tous les Africains d'empêcher les étrangers de piller les richesses naturelles du continent et a souhaité des mesures d'aide pour les paysans africains. Robert Mugabe à la tête de l'Union africaine, la nouvelle suscite déjà un certain embarras au sein de l'organisation panafricaine. Certains diplomates ont évoqué un hasard heureux, alors que des observateurs estiment que cette élection était un mauvais signal envoyé par l'organisation sur les valeurs de démocratie et de gouvernance qu'elle prétend défendre. Désigné par ses pairs au 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tient à Addis Abeba en Éthiopie, Robert Mugabe est donc le nouveau président en exercice de l'Union africaine. Mais qui est Robert Mugabe? Le portrait de l'homme à travers ce reportage. 1980, Rhodésie du Sud, l'indépendance est proclamée. C'est la naissance du Zimbabwe avec à sa tête un homme, Robert Mugabe, le symbole de la libération du pays. Marxiste au premier, ses priorités pour le pays sont la démocratie, l'éducation et la santé. Dans les 10, peut-être 15 premières années, Mugabe a très bien dirigé le pays. Depuis, les choses ont bien changé. Dans les années 2000, il met en place une réforme agraire et chasse les fermiers blancs. L'économie s'effondre. Inflation, coupure de courant et manque de nourriture, le pays sombre dans le chaos. Les atteintes aux droits de l'homme se multiplient. La communauté internationale impose des sanctions. Mais Mugabe a su garder une base très solide de partisans qui lui permet de s'accrocher au pouvoir depuis 30 ans. Il plaît à la génération de l'indépendance et aux gens qui estiment que leur vie s'est améliorée sous son régime et qu'il a beaucoup fait en termes de redistribution des terres après 2000. Il a aussi mis au défi le modèle occidental. Il a défié la Grande-Bretagne, l'Union européenne, les États-Unis. C'est important pour beaucoup de Zimbabwéens et pour beaucoup d'Africains en général. Réélu en 2013 pour un nouveau mandat de 5 ans, ses adversaires assurent qu'il a triché. Mais Robert Mugabe, fermement accroché à son siège, a fait voter après les élections une nouvelle constitution. Une constitution qui pourrait lui permettre de rester au pouvoir jusqu'à 99 ans. La directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, est en visite de 3 jours à Dakar. Durant son séjour, elle aura à examiner le plan Sénégal émergent qui a pour but d'accélérer le développement du pays de la Teranga. Jeudi, elle a promis d'essayer d'alléger la dette des pays touchés par le virus Ebola. Christine Lagarde a été reçue par le président Macky Sall pour un entretien qui a porté sur le financement du plan Sénégal émergent. Il s'agit du programme économique de Macky Sall qui vise à doubler le taux de croissance du pays en 10 ans. Mais qui dit plan ambitieux dit aussi réforme ambitieuse. En matière de gouvernance, nous avons non seulement fait voter une nouvelle loi qui fait obligation à l'ensemble des gestionnaires publics de faire une déclaration de patrimoine, et nous avons aussi mis en place un office de répression contre la fraude et la corruption, l'OFNAC. 15 ans qu'un directeur général du FMI n'était pas venu en visite à Dakar. Le FMI y est souvent critiqué pour ses politiques d'austérité. C'était donc l'occasion pour Christine Lagarde de faire cette mise au point. Le Fonds monétaire international, qui a été un partenaire du Sénégal depuis maintenant 50 ans, sera à nouveau à votre demande, à vos côtés, pour suivre la mise en œuvre des politiques économiques dans le cadre de ce plan Sénégal émergent et que nous saurons trouver les moyens et les délais dans lesquels nous pourrons utilement vous soutenir dans cette grande ambition. Dans l'agenda de la directrice générale du FMI sont prévues la question d'Ebola et ses conséquences dans les pays les plus touchés n'a pas été occultée.
Des promesses ont été faites pour aider les pays victimes de l'épidémie d'Ebola. Les 3 pays touchés directement par Ebola, le Fonds monétaire international avait très rapidement mis en place des financements ultra concessionnels puisque à 0% d'intérêt pour un montant collectif de 130 millions. En outre, nous explorons les moyens d'alléger la dette de ces 3 pays en bonne intelligence avec un certain nombre de pays donateurs. La patronne du FMI a aussi prévu de s'entretenir avec des femmes leaders et des jeunes. Le pont de l'Unité qui relie 3 arrondissements de la ville de Bangui a été inauguré jeudi par la présidente Catherine Samba-Panza. Cet ouvrage métallique a été réalisé par la mission militaire européenne en Centrafrique, EUFOR RCA. Le chef de l'État de la transition, Mme Catherine Samba-Panza, a inauguré jeudi à Bangui le pont de l'Unité qui relie les quartiers Sika 2, Sika 3 et les Castors. Grâce au pont de l'Unité, va soulager bon nombre de travailleurs, élèves, étudiants, commerçants, agents de sécurité et autres résidents en termes de raccourcis de parcours. Le pont de l'Unité est une structure métallique de 24 mètres réalisée par la mission militaire de l'Union européenne en Centrafrique, EUFOR RCA. Le projet facilitera la communication entre 3 arrondissements de la capitale centrafricaine et à l'instar de la réconciliation interconfessionnelle et de la coexistence pacifique réunira 2 zones jadis en rivalité. C'est une avancée spectaculaire dans la liberté de mouvement des populations, donc dans l'amélioration de la vie sociale, de la vie économique et d'une façon plus générale de l'ensemble des échanges de toute nature entre Banguissoises et Banguissois, quelle que soit leur communauté d'appartenance. Le pont de l'Unité constitue un exemple concret de l'approche multidimensionnelle de l'Union européenne dans le cadre des initiatives visant à l'amélioration de la sécurité et de la lutte contre la criminalité dans le but de restaurer la liberté de mouvement et les activités économiques. Le Premier ministre français Manuel Valls a poursuivi ce vendredi à Pékin son offensive pour attirer les investissements chinois en France. Il a à l'occasion vanté un pays pro-entreprise et a appelé à ne pas craindre le droit social français. Manuel Valls a entamé jeudi une visite officielle de 3 jours en Chine. Cette sortie est destinée à montrer que la porte de la France est ouverte aux investisseurs chinois. Il est également question de rapprocher Pékin de la signature d'un accord mondial sur le climat à Paris en fin d'année. Le gouvernement français souhaite lever tous les obstacles pour permettre à tous les investisseurs chinois d'y faire affaire. Manuel Valls a rassuré sa cible qui, à ses dires, n'a rien à craindre du droit social ou de la réalité française. Il est donc indispensable de rééquilibrer les relations économiques franco-chinoises. Oui, la France est ouverte aux entreprises chinoises. Oui, vos investissements, et nous savons tous que la Chine a des capacités financières tout à fait considérables, oui, vos investissements sont les bienvenus. La France est un pays attractif, c'est que la France est un pays pro-entreprise, c'est que la France est un pays pro-business, c'est un pays qui avance et qui se réforme. Toujours dans cette dynamique d'approche, la France veut également accroître le nombre d'étudiants chinois en France. Il est également envisagé de porter à 5 millions le nombre de touristes par an d'ici à 2020. Notre objectif, l'objectif défini par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est de recevoir 5 millions de vos compatriotes d'ici 2020. Nos efforts doivent également porter sur l'accueil des étudiants. Aujourd'hui, 35 000 ressortissants chinois étudient en France. Nous souhaitons que ce chiffre atteigne 50 000 étudiants dans les années à venir. À l'occasion, ont été qualifiés d'alliés fidèles l'un à l'autre, la France et la Chine. Même dans un secteur sensible tel les télécommunications, le Premier ministre se dit très favorable à accueillir un centre de recherche en France du géant chinois Huawei. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention et très bonne journée à vous en compagnie de nos programmes.